Léa Vigier. Donc, bonsoir Léa. Salut, bonjour tout le monde. Donc, Léa viendra nous parler de son trouble bipolaire, de comment est-ce qu'elle a découvert qu'elle était atteinte de ce trouble et aujourd'hui, comment est-ce qu'elle arrive à maintenir l'équilibre, justement, en ayant intégré des principes de santé mentale positive. Parce que l'idée, c'est bien sûr que tout cela soit réjouissant, puisque on peut, n'est-ce pas, Léa, avoir un trouble bipolaire et trouver que c'est quelque chose de finalement aussi bénéfique dans certains aspects de la vie. Voilà, exactement, réussir à en faire une force. Merci Léa, donc on se retrouve tout à l'heure. Et puis on est aussi avec Hugo Jazienski, j'ai bien dit? Pas mal. Donc Hugo est comédien. Hugo a travaillé aussi avec des populations un peu particulières, puisque vous avez tourné un film avec uniquement des comédiens qui étaient atteints de troubles mentaux. Donc vous partagerez avec nous cette expérience. Et puis vous viendrez aussi nous raconter des expériences liées au souffle et combien dans votre art, donc le théâtre, vous trouvez que ça pouvait être aussi un pilier important de santé mentale et de libération de mots, de troubles et de choses plus ou moins complexes qu'on a tous à gérer de façon interne. Absolument. Merci Hugo, donc on se retrouve tout à l'heure. Alors, commençons donc ce webinaire par comprendre combien notre respiration, finalement, elle est au centre de notre santé. C'est un des quatre piliers de la santé. Donc, vous savez, bien souvent, on va parler de la nutrition, donc de faire attention à ce qu'on mange. On va parler du sommeil. Évidemment, la qualité de notre sommeil, elle a un impact énorme sur notre bien-être, sur notre santé générale. Et puis, le troisième pilier, c'est l'exercice. Mais il y en a un quatrième qui est donc la respiration, et ça, on en parle peu. Pourtant, quand la respiration est dysfonctionnelle et dérégulée, eh bien, le sommeil est altéré, la nutrition l'est aussi, et enfin, l'exercice physique, d'une part, souvent on n'a pas l'énergie d'en faire, et d'autre part, si on en fait, on ne va pas avoir une bonne récupération parce que la difficulté de nos muscles de s'oxygéner fait que ça va nous demander un effort plus important, qu'on va manquer d'endurance. Donc en somme, quand la respiration n'est pas en place, eh bien tous les piliers de santé, ils vont être un peu déséquilibrés. Donc vous verrez sur la petite slide le pourquoi la respiration est au cœur de notre santé, parce que la respiration, elle est directement connectée à la fois à notre système nerveux, donc ce qui va avoir une incidence sur notre façon de gérer le stress, les émotions, mais aussi nos relations. Parce que souvent, on ne se rend pas compte que notre capacité à être en lien avec les autres, c'est aussi corrélé au fonctionnement de notre système nerveux. Par exemple, si on a une espèce de conscience de ce qu'est la disponibilité émotionnelle, c'est le fait de pouvoir être là, de pouvoir communiquer avec autrui. Et on s'est rendu compte aujourd'hui dans des études qui ont été menées par des scientifiques au sein des universités américaines notamment, que notre nerf vague, vous savez, c'est le dixième nerf crânien le plus long du corps. Eh bien, ce nerf vague, il était indispensable dans notre connexion à autrui. On l'appelle aussi le nerf de l'amour parce que c'est celui qui nous permet d'avoir de la compassion et c'est celui qui nous permet d'être directement ouvert, de pouvoir jouer, de pouvoir apprendre. Et ce nerf vague, on peut l'activer grâce à la respiration. Donc, sur la petite slide d'après, vous allez voir ce petite interaction de la respiration au cœur de notre vie. La régulation émotionnelle est une chose, le poids et l'alimentation. Alors, la plupart du temps, quand on veut perdre du poids ou quand on veut gérer son poids, on se dit il faut que je change mon alimentation et que je fasse de l'exercice physique. Sauf qu'en réalité, eh bien, la perte de poids, elle passe par la respiration parce que c'est lié au CO2. Quand vous faites de l'exercice physique, qu'est-ce qui se passe? Vous accélérez votre rythme respiratoire. Et c'est ça qui va avoir une incidence justement sur la perte de poids. On s'aperçoit aussi qu'on peut faire des techniques respiratoires, notamment avant les repas, qui vont nous permettre d'équilibrer davantage notre appétit. J'ai beaucoup de témoignages de personnes qui viennent suivre des stages et qui expliquent combien, après avoir régulé leur respiration, finalement, ils ont beaucoup moins d'appétence pour le sucre. On sait aussi que quand on respire, il y a un microbiote particulier qui va se déverser ensuite dans notre microbiote intestinal et que de la qualité de notre respiration dépend le microbiote nasal et buccal et va dépendre ensuite
donc le microbiote intestinal. Et puis, la nutrition aussi, ce qui est important, c'est l'assimilation des nutriments. Et encore une fois, quand le système nerveux fait bien son travail, l'assimilation se fait nettement mieux. Le sommeil, directement corrélé à la respiration. Pourquoi? Parce que bien souvent, on a des troubles du sommeil, parce qu'on a des troubles respiratoires, qu'on a une mauvaise respiration, notamment la respiration buccale, respirer la bouche ouverte. Alors ça, vous vous en rendez compte, par exemple, si le matin, vous vous réveillez avec une haleine un peu fétide ou que vous avez l'impression d'avoir très, très soif. Quand vous respirez la bouche ouverte, vous allez aussi avoir une moins bonne récupération pendant votre sommeil. Donc, ça va altérer la qualité de votre sommeil. Fonctionnellement, la plupart d'entre nous, on peut respirer uniquement la bouche fermée. Et pour le tester, pour se rendre compte de si on en est capable, il vous suffit de vous remplir la bouche avec un peu d'eau et vous restez 3 minutes, par exemple, pour voir si vous n'avez pas de fuite. S'il n'y a pas de fuite, ça veut dire que vous savez parfaitement respirer la bouche fermée. Parfois, en revanche, on n'a pas suffisamment de place dans la mâchoire, donc on a l'impression d'étouffer parce que la langue, elle vient se coller au fond et les voies aériennes sont coincées. Donc là, ça veut dire qu'on a quelque chose de fonctionnel à rééduquer, mais c'est vraiment très important de le faire. Quand on respire bien aussi, on améliore nos capacités d'endurance, pas seulement physique, donc les sportifs qui travaillent sur leur respiration, ils s'aperçoivent qu'ils vont beaucoup plus loin, mais aussi mentale. Autrefois, quand on respirait mal, eh bien, le stress, il nous tombait dessus de façon assez rapide. Quand vous respirez mieux, vous avez une fenêtre de tolérance qui s'agrandit. Donc, les aléas, ce que vous rencontrez dans la vie, finalement, ça va venir moins vous tourmenter parce que vous avez une faculté de régulation émotionnelle, c'est-à-dire de passer du stress à la détente. Stress, détente. C'est comme un muscle, c'est comme du fitness du système nerveux en quelque sorte. Vos performances, elles sont aussi améliorées. Ça peut être des performances intellectuelles comme des performances physiques. Quand je parle de performances intellectuelles, c'est important parce que vous savez, souvent, on a cette sensation de brouillard mental, d'avoir du mal à apprendre des nouvelles choses, d'avoir du mal à se concentrer. Encore une fois, en respirant mieux, on peut vraiment se mettre en connexion, rétablir cette fonction d'ouverture que l'on peut avoir. Il y a des types de respiration spécifiques qui permettent d'activer certaines parties du cerveau, par exemple la spatialité. Donc, on peut faire une respiration qui va améliorer notre perception de la spatialité avant le cours de géométrie, ou on va pouvoir améliorer notre mémoire. Il y a des techniques qui ont été menées, notamment avec des malades d'Alzheimer, qui ont montré qu'on recouvrait des fonctions cognitives, recouvrait de la mémoire. Ce qui se passe aussi avec la méditation, comme la respiration, c'est qu'on développe une partie de notre cortex préfrontal qui s'appelle la mémoire de travail. Enfin, c'est une fonction cognitive exactement, mais elle est directement connectée à notre respiration, parce qu'encore une fois, on a besoin de calme et de certains neurotransmetteurs. Donc, on va optimiser ce fonctionnement-là. Et enfin, les relations sociales, je vous le disais tout à l'heure, la qualité de nos relations, elle est grandement améliorée par la respiration. Et puis l'immunité, parce que le thymus, qui est en charge de notre immunité, de la création des globules blancs, eh ben, il est corrélé au nerf vague. Le nerf vague, c'est le nerf principal du système parasympathique de la décontraction. Donc, quand on respire d'une certaine façon, on l'entraîne. Sur la slide suivante, vous allez voir un chiffre qui fait peur. C'est que 95% de la population respire mal parce que 95% de la population respire trop. Donc, je vous propose de faire déjà un petit test pour nous rendre compte si vous respirez trop. Donc, on va aller sur le petit timer et on va lancer 1 minute bientôt pour que vous puissiez calculer combien de fois vous allez respirer durant cette minute. Donc, juste vous comptez le nombre d'inspires ou le nombre d'expires. Je vous propose de lancer le chrono. C'est parti pour une petite minute.
Tadam! Alors, est-ce que vous pouvez partager dans le chat le nombre de respirations par minute que vous avez effectuées pour qu'on ait une petite idée comme ça de notre panel? À 20, 13, 7, 11, 5, 13, 10, 16, 14, 17, 10, 19, 4 respirations, 21. Donc, vous voyez, entre 4 et 21, on a un écart inouï. 8, 13. Donc, vous pouvez passer la slide suivante pour qu'on voit justement nos résultats. Où est-ce qu'on se situe? Donc, ayez en tête que le rythme optimal, il est autour de 6 respirations. Si vous êtes à 4, c'est parfait. Moins vous respirez, mieux vous vous portez. Alors, je vais vous dire une phrase qui est pas là pour vous angoisser, mais considérez que la vie, la longévité ne se compte pas en nombre d'années, mais en nombre de respirations. Donc, plus vous grillez vite vos respirations, plus votre longévité diminue. Pourquoi? Parce qu'on met le système tellement sous pression qu'en fait, on crame. Donc, ceux qui sont à 20 respirations par minute, vous êtes en surrespiration qui crée du stress en permanence. Donc, vous êtes dans un état d'hypervigilance. Votre système, il n'est jamais au calme. Et comme il est jamais au calme, qu'est-ce qui se passe? Votre corps, il peut jamais être en état de ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre du corps qui permet la guérison. Donc, si vous vous blessez ou que vous tombez malade, vous mettez beaucoup plus de temps à vous rétablir. De la même façon avec l'aspect mental. Vous créez du trouble. Vous créez une neurochimie qui va faire que l'anxiété va augmenter considérablement. Et votre taux d'inflammation également. Et on sait que les troubles mentaux et l'inflammation, ça marche ensemble. Donc, pour faire diminuer l'inflammation, eh bien déjà, simplement de ralentir le rythme respiratoire, ça va tout de suite avoir une incidence. Donc, si vous n'arrivez pas et que 6 par minute, ça vous semble improbable, essayez d'être entre 6 et 8. Et au-delà de 13, si vous êtes au-delà de 13 au repos, comme là on fait, normalement, il n'y a pas de notion de menace, d'inquiétude. Donc, soyez attentifs à respirer moins en termes de quantité aussi. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression qu'il faut respirer beaucoup. Donc, quand on veut respirer beaucoup, bah, qu'est-ce qu'on fait naturellement? On va respirer davantage. Dites-vous bien que plus vous respirez, moins vous êtes oxygéné, étonnamment. Quand vous êtes à 12 respirations par minute, vous allez inhaler 6 litres d'air et vous allez avoir seulement 4 litres qui vont aller jusqu'à votre sang, jusqu'à vos muscles. Alors que si vous êtes à 6 respirations par minute, vous allez respirer 6 litres d'air et vous aurez 5 litres. On a besoin d'avoir le temps que ça se diffuse dans les poumons. On a besoin d'avoir le temps que ça aille jusqu'au petit sac et que l'échange puisse se faire ensuite dans le sang. Donc, moins vous respirez, mieux vous êtes oxygéné. Le rythme respiratoire, il est aussi très souvent lié au fait qu'on est en apnée. Il y a une notion qui s'appelle l'apnée de l'email. Donc, vous bloquez votre respiration quand vous recevez des emails, quand vous textez, quand vous êtes dans ces espèces d'interactions sociales qui ne sont pas réelles. Et quand on est en apnée, eh bien, après, quand on reprend la respiration, évidemment, comme on a créé du stress, on se remet à respirer très, très vite. Donc, soyez vigilants aussi quand vous recevez des emails à bien expirer. Alors, autre chose, outre le rythme qui est absolument essentiel, c'est de respirer par le nez. J'ai rencontré un dentiste américain avec qui je travaillais donc et qui expliquait que respirer par le nez, c'était manger bio et respirer par la bouche, c'était manger au McDo. Donc, gardez cette image en tête. À chaque fois que vous respirez par la bouche, en fait, vous avalez tout ce qui y traîne. Quand vous respirez par le nez, eh bien, vous filtrez, parce que le nez, il a des petits poils qui sont là pour justement filtrer et faire un premier travail. Deuxième aspect du nez, il crée un gaz qui s'appelle l'oxyde nitrique, qui est un gaz qui est à la fois vasodilatateur, donc qui va permettre aussi la bonne oxygénation, et puis c'est un gaz aussi qui est un antibactérien, qui nous permet donc de favoriser notre immunité. Et quand on respire par le nez, notre système nerveux fonctionne mieux parce que l'information, elle va beaucoup plus vite. On a vu par des études scientifiques qu'en cas de danger, quand on était en respiration nasale, on le percevait beaucoup plus vite. Comme si vous étiez plus à l'affût et plus à l'écoute de ce qui se passait autour de vous. La respiration nasale, dites-vous bien que c'est l'unique façon de respirer.
Ça ne vous viendrait pas à l'idée de manger par le nez. Pourtant, on peut le faire. Si vous êtes hospitalisé, on va vous mettre un petit tube dans la narine et puis on peut vous alimenter par le nez. Eh bien, respirer par la bouche, c'est aussi improbable que manger par le nez. Sauf qu'on a l'impression que, ben non, on voit beaucoup quand on fait du sport aussi, qu'on n'est pas dans cette respiration nasale, on ouvre la bouche. Si vous montez une côte, par exemple, la plupart du temps, vous allez, parce que vous êtes un peu essoufflé, ouvrir la bouche. Sauf que nous, on n'en a pas besoin. C'est juste un réflexe que l'on a. Votre cerveau vous dit qu'il a besoin d'ouvrir la bouche parce qu'il est habitué à ça, mais c'est absolument pas nécessaire. Il y a une autre notion qui est importante dans la respiration, c'est de savoir quel est votre rapport au CO2, votre tolérance au CO2. Donc Hélène, si vous voulez bien, on va mettre le deuxième petit chrono et je vais vous expliquer comment on le mesure. Donc pour mesurer cette tolérance au CO2, on va inspirer, expirer, vider complètement nos poumons. Et une fois que les poumons ne le lancez pas tout de suite encore, on n'est pas tout à fait prêt. Merci. Une fois que les poumons sont vides, vous allez rester le plus longtemps possible sans air dans les poumons, jusqu'à ce que vous ayez un vrai besoin de reprendre une respiration. Donc, ça peut se traduire par une sorte de hoquet comme ça dans le cou ou dans l'abdomen. Et la tolérance au CO2, c'est le moment en fait où votre cerveau va vous dire: ah non, 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 là, il faut absolument que je respire. Donc, vous prenez une inspiration, vous prenez une expiration, vous videz tout, on lance le chrono et vous tenez le plus longtemps possible. C'est parti, Hélène. Merci. Et videz bien et restez sans air. Commencez à partager vos scores. 36, 30, 24, 18, 14, 31, 35, 27, 25, 30, 23, 30, 35, 30. Alors, l'objectif sain, c'est 40 secondes. 40 secondes, ça signifie que vous laissez infuser en quelque sorte suffisamment et que vous allez avoir une bonne oxygénation du corps. Ce que j'ai observé dans les différentes pratiques que j'ai menées autour du souffle, dans des tests avec des populations, notamment avec des troubles mentaux, quand on a une tolérance au CO2 assez bas, souvent on est très sujet à l'angoisse, aux anxiétés très puissantes. Et quand on améliore cette tolérance-là, eh bien tout s'améliore. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est notre rapport à la mort. Quand vous videz vos poumons et que vous n'avez plus d'air, après, il n'y a plus rien. La reprise de vie, elle ne peut se faire que par une réinspiration. Mais vous avez vidé, vous n'avez plus rien sous le pied. Quand vous êtes en apnée les poumons pleins, vous remplissez. Si jamais vous avez encore besoin d'un petit laps de temps, ben vous videz. Alors que là, non. Donc quand l'angoisse, parce que c'est une histoire seulement d'angoisse et de captation du cerveau de cette sensation d'angoisse arrive très tôt, et que là on reprend l'air et qu'on a besoin à nouveau de respirer, en général, c'est parce que justement, on a une tolérance à l'angoisse, au stress lié à la mort, qui n'est pas très, très élevé. Donc, si vous augmentez votre tolérance, pour le faire, il suffit d'apprendre à respirer moins, donc de façon très, très lente, juste à la surface de l'air, comme ça, ou de faire le petit entraînement qu'on vient de faire, de calculer régulièrement combien de temps vous vivez les poumons vides, et on va augmenter le marqueur dans le cerveau de notre limite. Parce que votre cerveau, il vous dit qu'il peut plus, mais en réalité, physiologiquement, vous pourriez tenir 2 minutes sans problème. Donc, plus on va le faire monter, plus on va lui mettre sa limite plus haute. En fait, on ouvre notre fenêtre de tolérance. Ce qui est important aussi de saisir, on pourra aller sur la slide suivante, celle du diaphragme, c'est que notre diaphragme,
il est directement lié au fonctionnement de notre cœur, de notre système nerveux, et il influence aussi notre neurochimie. C'est le principal muscle inspiratoire, donc il se situe là, sous nos poumons. On ne le connaît pas bien. Il se trouve ici, il fonctionne comme une méduse, donc il fonctionne à 360 degrés. C'est pour ça que j'explique que la respiration fonctionnelle, elle se fait à 360 degrés. Et la plupart du temps, en fait, le diaphragme, il est collé et il ne marche pas. Et justement, quand on est dans des périodes où on peut avoir une détresse émotionnelle ou des troubles mentaux, c'est aussi que ce diaphragme, il est complètement cristallisé, il est collé dans le dos d'une certaine façon et qu'il n'arrive pas du tout à faire son travail de pompe et donc à entraîner une respiration optimale qui fait qu'on va remplir le réservoir, c'est notre réservoir, hein, nos poumons, donc de les remplir au maximum et de pouvoir bien oxygéner le système. Quand le diaphragme fonctionne pas bien, le nerf vague fonctionne pas bien parce qu'il le touche directement et le cœur fonctionne mal. Et on sait que quand on a aussi beaucoup d'anxiété et des troubles mentaux, en général, le cœur est altéré. Le cœur, il y a une enveloppe qui l'entoure qui s'appelle le péricarde. C'est un fascia, donc une sorte de muscle et il est directement connecté au diaphragme. Et le cœur, où est-ce qu'il se place? Eh ben, c'est un peu le troisième lobe de notre poumon gauche. Il prend de la place dans le poumon. Donc, on voit vraiment que notre respiration, elle est totalement connectée à notre émotionnel. C'est aussi le diaphragme, vraiment ce muscle des émotions que l'on appelle. Donc, c'est pour ça que quand on le libère, quand on le détend, on va libérer des choses qui se sont inscrites en profondeur et qui peuvent faire souffrir aussi depuis longtemps. En respiration, on a notamment des pratiques qui permettent d'atteindre des états de conscience modifiés parce qu'à la fois on va bouger la neurochimie et aussi parce qu'on va activer ce diaphragme-là, donc on permet d'un point de vue cellulaire une sorte de libération physique. On voit aussi que c'est très corrélé à des maux, donc quand on a des maux de dos, notamment des maux dans les lombaires ou des tensions dans les épaules, encore une fois, c'est qu'on respire mal et pas avec ce diaphragme à 360 degrés. Donc, les règles d'or de la respiration que vous voyez sur la slide qui vient, c'est respirer par le nez, respirer lentement, respirer de façon imperceptible. On ne doit pas vous entendre respirer et respirer par le diaphragme. Maintenant, je vais vous donner quelques petites respirations ressources. Donc, on va en faire une parce que il faut comprendre qu'il y a des grandes lois universelles, mais en fonction de votre histoire, de votre signature respiratoire, en fonction du fonctionnement de votre système nerveux, tout ne va pas fonctionner avec vous. Donc là, on va avoir certaines respirations où on a 100% de réussite, notamment une qui s'appelle la respiration du soupir et qui est une respiration destinée vraiment à libérer du stress. C'est une respiration qui se fait en 3 temps. Donc, vous prenez une première inspiration par le nez, vous bloquez, vous prenez une deuxième inspiration par le nez et vous libérez par la bouche. Inspirez par le nez, bloquez, deuxième inspiration. Inspirez par le nez, bloquez, deuxième inspiration. Inspirez par le nez, bloquez, deuxième inspiration. Et une dernière, inspirez par le nez, bloquez, deuxième inspiration. Voilà, donc ça, c'est la respiration du soupir. Je pense que dans l'ensemble, vous devez tous vous sentir assez relax après, mais c'est parce qu'aussi, on a très bien oxygéné puisqu'on a pris 2 inspirations. Donc, on a permis vraiment à l'oxygène, à l'air, d'aller jusqu'au petit sac qu'on a, où sont les alvéoles. Et justement,
c'est comme ça que l'oxygénation se fait le mieux. Et le fait de libérer, et par la bouche aussi avec le son, ah, ça va jouer sur notre nerf vague, le fonctionnement aussi du larynx, du pharynx, et tout ça, ça amène un état de décontraction. Même quand vous entendez ce son de ah, votre système, il comprend que, bon, bah voilà, là, c'est un moment de dépressurisation. On voit que les épaules aussi, elles redescendent bien souvent quand on fait cet exercice-là. Donc celui-là, je vous le conseille vraiment d'expérience, c'est quelque chose qui marche avec tout le monde. Je vous propose d'aller à la page des quelques techniques selon les besoins qui sont utiles. Donc, en hygiène quotidienne, il y a une technique qui marche très très bien, qui est la cohérence cardiaque. Parce que la cohérence cardiaque, elle va directement améliorer la régulation de votre système nerveux. Votre système nerveux, vous avez besoin qu'il soit hyper costaud pour faire la balance. Il y a la fréquence de variabilité cardiaque qui montre que si elle est mauvaise, on a une résistance au stress bien moindre et donc on a une tendance à l'anxiété qui augmente. Et pour réentraîner ça, c'est notre fenêtre de tolérance à nouveau. Eh bien, c'est en entraînant le nerf vague, la cohérence cardiaque. Et la cohérence cardiaque, elle permet aussi d'équilibrer avec le pH. Elle va faire en sorte de permettre cet état d'homéostasie dont je vous ai parlé, qui est important pour la récupération du corps et de l'esprit. Il y a deux techniques de cohérence cardiaque. On les fera juste après, parce qu'il y a deux rythmes en fonction de votre système nerveux, de comment vous fonctionnez, si vous êtes plutôt dans le stress ou si vous êtes plutôt dans le manque d'énergie. Vous verrez qu'elles sont plus adaptées à votre besoin. La respiration carrée, c'est une respiration qui est très utile à faire quand vous avez besoin de vous remettre ensemble. C'est-à-dire que vous avez un examen à passer, vous avez un moment où vous avez une réunion, donc vous voulez vous détendre, mais vous ne voulez pas tout raplapla et sentir que vous n'avez pas d'énergie. Donc la respiration carrée, c'est comme un carré. On va en faire une, on va prendre une inspiration, bloquer les poumons pleins, une expiration et bloquer les poumons vides. Et on va le faire en 4 temps. Donc, suivez mon compte. Inspirez, 2, 3, 4. Bloquez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Bloquez, 2, 3, 4. Inspirez, 2, 3, 4. Bloquez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Bloquez, 2, 3, 4. Inspirez, 2, 3, 4, bloqué. 2, 3, 4, expiré. 2, 3, 4, bloqué. 2, 3, 4. Cette respiration, elle est utilisée notamment par les Navy SEALs, qui sont quand même les militaires les plus entraînés des États-Unis. Donc, le budget pour entraîner un Navy SEAL, c'est 500 000 dollars. Donc, on peut dire que le gouvernement américain dépense vraiment beaucoup d'argent. Et pourquoi c'est la respiration qu'ils utilisent? Parce que justement, elle permet cet état de décontraction, mais de réaction. C'est que là, quand vous travaillez sur cette respiration carrée, vous êtes prêt à être super réactif, mais pas dans le stress. Quand vous êtes dans le stress, en fait, vous êtes plus réactif. Là, vous avez cette bascule. Je compare ça souvent à la marche. En fait, notre système nerveux, il n'y a aucun problème avec le déséquilibre. C'est pas ça qu'il faut essayer d'éliminer. En revanche, il faut permettre le rééquilibrage plus rapide. Quand on marche, bah, vous n'arrêtez pas de vous déséquilibrer, sinon vous n'avanceriez pas. Mais vous retrouvez l'équilibre en permanence. L'enfant qui apprend à marcher, bah, il n'a pas cette faculté encore de retrouver l'équilibre, donc c'est pour ça qu'il tombe. Nous, avec la respiration, c'est ce qu'on peut justement entraîner. C'est le mode marche pour qu'on puisse avancer. Je vous propose, avant que l'on passe aux échanges avec Hugo et Léa, d'essayer simplement les deux rythmes de cohérence cardiaque. Donc, on va lancer une petite minute sur le rythme à 5-5. Donc, c'est 5 respirations à l'inspire, 5 respirations à l'expire. Et soyez bien dans un cycle qui soit le même tout au long. C'est-à-dire que ne donnez pas d'à-coups. Essayez de les tenir, de lâcher le mental, de suivre. Vous allez voir, vous êtes guidé par la vidéo et par le son. Et le filet d'air, il doit être plus ou moins le même tout au long. Assurez-vous aussi d'avoir les épaules bien décontractées. Donc là, on est parti, on va faire une petite minute.
Je ne sais pas si vous pouvez mettre du son, Hélène. Bon, sinon, je vais vous guider. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on va passer au deuxième rythme. Donc, juste noter la sensation. Est-ce que c'est dur? Est-ce que ça passe trop vite? Est-ce que... Le deuxième rythme, s'il vous plaît, Hélène, c'est la vidéo juste après. Donc là, à l'inspiration, c'est 4 temps. Donc, vous inspirez sur le cœur qui se remplit. À l'expiration, c'est 6 temps. Donc ça marche bien notamment pour les systèmes nerveux un peu en survie. C'est-à-dire que, en fait, votre problème, c'est que vous ne videz pas. Vous êtes toujours un peu en apnée. Vous avez l'impression de respirer très, très en haut du corps. Moi, je la trouve plus facile parce que le temps d'expiration est plus long. Donc, on va plus travailler sur le système nerveux parasympathique, donc la fonction qui détend. Donc, on y va. Alors, on laisse passer un premier cycle. Allez-y, Hélène. Et donc là, inspiration 4 temps, expiration 6 temps. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez. Ah, on a un petit bug. Expirez, pardon pour cela. Inspirez, expirez. Bon, c'était peut-être pas très facile de vous rendre compte, mais sachez que voilà, vous pouvez essayer l'une ou l'autre, mais que la cohérence cardiaque, c'est uniquement ces 2 rythmes. Pourquoi? Parce que ce qui se passe quand on est dans cet état de cohérence cardiaque, c'est qu'on a un alignement entre les ondes du cerveau, la respiration et le cœur. Et aussi, il y a une neurochimie particulière. Par exemple, on libère un niveau d'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur qui notamment favorise aussi la mémoire. Et si vous respirez à un autre rythme, bah, le dosage, il ne se fait pas de la même façon. Quand on apprend à utiliser sa respiration, on devient des petits alchimistes comme ça. Vous pouvez libérer votre pharmacopée intérieure. Mais il faut faire les bons dosages parce que chaque respiration fait des effets complètement différents. Je vous donne aussi une autre respiration, puisqu'on parle de troubles mentaux, de santé mentale, qui est une respiration qui est formidable quand on a des angoisses, des crises de panique. Donc, c'est la respiration de la paille. Donc, si vous n'avez pas de paille sous la main, l'idée, c'est d'inspirer par le nez et d'expirer à travers une paille, ce qui va limiter notre puissance à l'expire et donc qui va allonger notre expiration. Et sinon, vous mettez simplement la bouche en cul de poule et vous prenez donc une inspiration et le plus longtemps possible. Vous dégonflez vraiment. Si vous vous trouvez face à quelqu'un qui fait une crise de panique, lui dites pas respire. Ça sert à rien. En plus, respire, oui, non, mais d'accord, mais comment? En revanche, prenez-lui les mains, ayez un contact avec l'œil et dites-lui respire comme moi. Et ça, vous allez pouvoir le sortir de sa panique.
Mais c'est très important, cette notion de mimétisme. Vous lui montrez, il vous suit. En plus, autre effet très bénéfique quand vous accompagnez, c'est que comme vous, votre système, il va redescendre, il va être calme, et bien vous allez être sécurisant pour la personne que vous avez face à vous. Et comme on se parle de façon invisible, on envoie, on a un champ électromagnétique, on envoie aussi des informations de cerveau à cerveau. Si vous êtes ancré, calme, eh bien évidemment, votre faculté à accompagner l'autre sera nettement améliorée. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, sachez que j'ai écrit des livres qui s'appellent L'incroyable pouvoir du souffle, réapprendre à respirer. Alors là, c'est très court, mais il y a une multitude de choses à explorer. Je travaille aujourd'hui beaucoup dans l'univers de la santé pour justement comprendre comment certains protocoles provoquent certains effets. Vous pouvez avoir un impact sur l'asthme, sur l'inflammation, sur la récupération physique, sur les troubles, par exemple, du côlon irritable, sur les dents non alignées. Enfin, c'est incroyable en fait de se rendre compte que la respiration elle est vraiment au cœur du fonctionnement de l'humain. J'ai créé une académie qui s'appelle l'Académie du souffle, que vous pouvez retrouver en ligne. Et puis on fait des stages, des retraites où on explore, on apprend. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez envie de creuser le sujet. Et puis évidemment, plein de formations pour le monde médical. Et maintenant, nous allons donc poursuivre avec Léa et Hugo. Alors, Léa et Hugo, eh bien, nous nous sommes rencontrés par des biais divers. Et je vais vous proposer déjà dans un premier temps peut-être de vous présenter en quelques mots. Donc Léa, on va commencer ensemble. Euh, on s'est approché parce que justement, tu avais la faculté de témoigner de ton trouble bipolaire avec beaucoup d'authenticité et avec beaucoup de recul aussi. Donc, je te propose de nous dire un petit peu en quelques mots qui tu es. Ouais. Donc pour expliquer brièvement, j'ai eu une vie assez mouvementée dans le milieu start-up, à avoir donc des boulots à responsabilité et dans des situations à chaque fois de très forte croissance. Et donc j'ai vécu 7 ans après mes études qui étaient faits de hauts et de bas et donc de beaucoup de dépression aussi. Donc j'ai fait cinq dépressions. Et donc, dernièrement, il y a beaucoup de choses qui se sont chamboulées dans ma vie. J'ai pu avoir un diagnostic donc de la maladie donc de la bipolarité, qui est aussi donc on appelle ça le trouble maniaco-dépressif, parce que tu vas avoir un moment maniaque de up et un moment donc une période dépressive de bas. Et aujourd'hui, je vis avec. J'ai mis en place plein de choses pour le vivre beaucoup mieux. Et donc, c'est pour ça que c'est super intéressant d'en discuter et qu'on en a déjà pas mal discuté avec Stéphanie. Et on s'était dit, bon, bah, pourquoi pas en parler ici lors du webinaire. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Hugo, on va aussi te présenter. Donc, tu es comédien. Et déjà, parle-nous un petit peu aussi de ton rapport au souffle et à la respiration. On n'a pas fait de questions, mais n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions sur la première partie du webinaire. Et on les prendra comme ça à la fin pour pouvoir avancer. Donc, oui, Hugo, dis-nous. Oui. Bonjour, bonjour tout le monde. Oui, je suis comédien. Donc, j'ai fait le choix, il y a quelques années, de faire de mon corps, de ma parole, de mes gestes, mon outil de travail. Donc, il a fallu passer un contrat pour devenir très copain, très proche avec mon outil de travail, donc avec ma respiration, avec mon souffle. C'est des choses que j'éprouve tous les jours, j'éprouve leurs limites, je repousse leurs limites, mais je dois absolument composer avec pour gérer le stress quotidien de ce métier, parce que pareil, c'est un drôle de contrat passé avec moi-même de ne fonctionner que par pic de stress et par pic de tout s'évanouit. Donc je suis très très au cœur de toutes ces manœuvres. Et merci d'ailleurs pour tout ce que tu viens de nous offrir. Ça fait du bien de replonger un peu dans la théorie de tout ça et la pratique de tout ça, mais en prenant le temps. Parce que les comédiens, on prend plus assez le temps par moment de repasser par tout ça. Et oui, c'est mon outil de travail. Par ailleurs, un peu comme toi, j'ai choisi de mettre mes outils
à la disposition des personnes qui me semblaient en avoir le plus besoin. Donc le gros de mon activité aujourd'hui, et c'est un choix, je la passe auprès de publics dits empêchés, donc des personnes qui ne sont pas professionnelles ni du théâtre, ni de la musique, ni de la danse, mais en essayant d'aller au-devant de personnes en situation de handicap, avec des troubles psy, de femmes en situation de vie difficile, victimes de violences et leurs enfants co-victimes, aller essayer un peu de donner les outils du théâtre, de la musique, de l'art et de la création à ces personnes qui en ont cruellement besoin par le biais d'artistiques, de moments de rencontre, de spectacles engagés. Donc voilà, c'est ça que je fais de ma vie maintenant. Merci Hugo, on va reprendre un peu le fil avec Léa. Donc Léa, moi ce qui m'a beaucoup intéressée, je vous encourage, nous avons réalisé une interview longue aussi avec Léa qui est disponible sur le site de la Fondation ARHF, d'aller jeter un œil, c'est que tu as pris beaucoup de recul sur la notion de, initialement, tu pensais que les conditions extérieures étaient responsables de ton mal-être. Et petit à petit, tu te rendis compte que c'était pas ça en réalité. Tu avais une appétence pour des conditions Ouais, extérieures complexes. Est-ce que tu peux nous expliquer ça et de quoi tu t'es aperçu? ouais, c'est ça. En fait, pour vous dire, le diagnostic de la bipolarité, c'est 10 ans en moyenne pour diagnostiquer. C'est 10 ans parce que c'est très difficile de réussir à se rendre compte que bah, ça vient de toi et que ça vient pas de l'extérieur. Parce que dans tes hauts et tes bas, tu vas avoir des appétences à aller quand même vraiment dans des situations très compliquées, quoi. Et donc, vu que tu vas dans des situations très compliquées, donc moi, dans mon cas, par exemple, c'était dans le milieu du boulot. Donc, je prenais le boulot de 4 employés en même temps. Je me mettais à gérer la boîte à la place des dirigeants. Enfin, je me retrouvais dans des pays à lancer des boîtes en Afrique, etc. Bon, bah, du coup, tu tombes en dépression. Bon, bah, tout le monde te dit, bah, c'est normal. Attends, t'as vu tout ce que t'as fait? Enfin, qui est-ce qui tomberait pas en dépression, quoi? T'as des gens, ils vont avoir ça, mais pas vis-à-vis du boulot. Ça peut être, ils vont se mettre, je sais pas, à aller acheter plein de maisons ou à dépenser ou à avoir plein d'idées, à se lancer dans plein de projets. Et donc, du coup, bah, c'est ça qui est difficile, c'est qu'en fait, quand tu fais ça, une fois, deux fois, trois fois, tu remets à chaque fois sur l'extérieur. Et en fait, bah, c'est au bout d'un moment, tu te dis, bon, c'est quand même un peu bizarre que ça m'arrive à chaque fois à moi et que ça soit la cinquième fois. Et donc là, c'est dans ces moments-là que tu arrives à te rendre compte que, bah, en fait, tes hauts, tes bas, etc., c'est lié à toi. Donc déjà, est-ce que tu as des troubles, est-ce que tu as des difficultés? Ensuite, c'est lié bah, à l'environnement, mais l'environnement, tu décides d'une certaine manière d'y être ou d'en sortir. Et donc, en fait, ça relève de ta responsabilité. Et c'est comment se dire, OK, c'est moi qui suis responsable et arrêtons de le remettre sur l'extérieur, quoi. Et une fois que tu as pris cette responsabilité-là, Ouais. comment est-ce que tu as réussi à vivre avec Mm. et à bien vivre avec, à mieux vivre avec, que ce soit plus un handicap, entre guillemets, qui puisse aller te saboter, mais au contraire. Ouais, alors il y a plein de choses. Donc déjà la bipolarité, c'est quelque chose qui est traité donc avec des médicaments. Il y a différents types de médicaments en fonction des types de bipolarité. Dans mon cas, c'est du lithium. Mais c'est pas quelque chose qui directement te met ultra stable. C'est juste ça t'empêche de vraiment partir dans des gros délires, quoi. Et après, bah, c'est plein de choses que tu mets en place chez toi. Donc moi, dans mon cas, j'ai échangé deux choses. J'ai échangé ce qui est vraiment lié à moi, donc l'intérieur, et l'extérieur. J'ai changé mon environnement. J'ai changé, je veux plus être dans un environnement qui me stresse, qui me demande, dès que je commence à avoir plein d'énergie, qui me demande encore plus de la surproductivité sans nom, etc. Donc ça, c'est l'environnement. Et de l'intérieur, c'est bah, apprendre à écrire ses pensées, à faire du sport, à beaucoup dormir, plein de choses au final qui sont importantes pour tout le monde. Mais moi, on va dire que c'est un peu plus une question de survie. Mais du coup, c'est un peu une chance d'une certaine manière parce que vu que c'est une question de survie, bah, je suis obligée de le mettre en place.
Mais en fait, c'est super bien pour ma santé et tout le monde devrait le mettre en place. C'est comme le fait d'arrêter de boire de l'alcool. Bah, en réalité, c'est pas bon l'alcool pour la santé, pour ta stabilité émotionnelle. Donc, moi, je suis obligée d'arrêter. Mais en fait, je trouve ça trop cool parce que ça m'apporte une énergie de fou en plus, etc. Donc, c'est un peu, c'est des choses qui sont compliquées, mais au final, ça te permet d'aller capitaliser sur plein de choses très positives. Si on doit voir ce qui se passe dans le monde en ce moment, par exemple, on a une espèce d'épidémie de burn-out. Ouais. Donc, selon ton prisme, finalement, cette épidémie de burn-out, elle vient de personnes qui ont du mal à se réguler et qui se mettent dans des situations où c'est le goulot d'étranglement. Bah, je pense qu'elle rentre dans une société où on t'explique que, il faut toujours produire plus, et je pense qu'elles n'apprennent pas à s'écouter. C'est surtout ça. Moi, ce que je vois autour de moi, et puis alors moi, j'en ai été un exemple de dingue, c'est incapacité à s'écouter et toujours faire passer du coup bah, de l'extérieur, etc. Et du coup se mettre, ne pas accepter sa responsabilité vis-à-vis de soi et de son corps. Tu l'acceptes pas et du coup tu te mets juste en victime. Et tu dis, ah, c'est les autres, etc. quoi. Donc je pense il y a un côté responsabilité vis-à-vis de soi qui est ultra important. Et si tu n'acceptes plus des extérieurs très malsains, etc., je pense que c'est aussi ça qui fera changer les environnements extérieurs. Ils se retrouveront avec plus personne qui veut bosser pour eux. Donc voilà. Merci Léa. Hugo, vous avez travaillé lors du tournage d'un film qui s'appelle Soyons fous, Oui, avec des personnes diverses qui présentaient des troubles mentaux. Donc, vous pouvez nous raconter cette expérience, une petite anecdote. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce que dans cet univers artistique, on a tous une richesse intérieure et qu'est-ce que finalement la stabilité mentale, c'est pas très clair non plus. Mais ça a impliqué quoi pour vous dans le travail? absolument. Pour recontextualiser un peu, je me suis retrouvé dans ce projet complètement par hasard parce que les producteurs et le réalisateur avaient entendu parler de mon travail et de mon engagement auprès des populations empêchées et du fait que je passais le gros de ma vie dans des services hospitaliers plus que sur des plateaux de théâtre, que j'avais un peu eu tendance à déserter. Non pas que c'est pas intéressant, mais c'est moins intéressant, je trouve, de jouer pour des abonnés du théâtre de la ville. Je m'éclate, moi, dans les services de gériatrie, dans les services de pédopsychiatrie, de psychiatrie. Donc, ils avaient entendu parler de ce travail-là et de cet engagement et de cette capacité aussi à développer mes outils, à les mettre à la disposition de personnes différentes, pour dire ça comme ça. Et on m'a permis de rencontrer un groupe assez extraordinaire. Ça reste à ce jour une des expériences les plus bouleversantes, et Dieu que j'en ai vécu des expériences bouleversantes, mais celle-ci, elle est à part, dont j'ignorais tout du dossier médical. Et ça, c'est vraiment une chance qu'on m'ait pas catalogué les personnes qu'on me permettait de rencontrer. Par elles-mêmes, ces personnes-là ne se définissaient pas nécessairement non plus par leur pathologie ou par leurs différences. J'ai juste rencontré des gens dont j'ai vite compris que leur sensibilité se plaçait à un autre endroit, pour chacun et chacune d'ailleurs. C'était pas les deux mêmes personnes, deux à deux. Et il a fallu leur donner leur premier cours de théâtre, puisque du coup, le principe de ce film, c'était de les lancer dans la folle aventure de créer un film ensemble. Un film d'aventure en plus. Ils sont pas, ils sont menés la vie dure. Ils sont lancés quand même dans une histoire assez ambitieuse en termes de jeu et de contraintes. Et j'ai rencontré ces personnes, et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai atterri là dans ce webinaire aujourd'hui, c'est que le meilleur moyen que j'ai eu de les rencontrer au tout début, quand ils savaient rien de rien, c'est des personnes qui maîtrisaient pas leur rapport à la parole, leur rapport au jeu avec l'autre, à l'interaction. C'est des personnes qui n'étaient pas forcément en maîtrise de leur corps, donc il y avait tout à faire. Et il y a un exercice que j'adore faire avec des débutants. Ça me permet de les rencontrer, de rencontrer leur rapport à leur corps, parce que quand on a des tout jeunes débutants en théâtre, souvent on constate que les gens brusquent beaucoup leur corps. Ils veulent maîtriser tout de suite, et du coup, au lieu d'être à l'écoute avec leur outil, ils le violentent, ils le brusquent. Donc ça permet de voir qui est dans quel rapport à lui, à l'autre et à sa respiration notamment. Et un exercice d'interaction. Donc je les mettais deux par deux, par binôme. Et il y avait un leader et un suiveur. Et la personne qui lead donne des indications par le souffle à l'autre. Donc admettons que Stéphanie, tu fasses cet exercice avec moi, je te donne
directive et on ne communique que par le souffle. Donc, selon si je fais, toi, tu te mets à bouger en fonction et c'est comme si on créait un solfège, un langage commun. Et la personne qui suit engage son corps, doit interpréter le souffle de l'autre. Et on peut fonctionner par l'inspiration, par l'expiration. En général, c'est assez désinhibant. Tout le monde, justement, se méfie un peu de son haleine fétide matinale. Pour peu qu'on le fasse le matin, ça crée des liens très, très forts. Et ça permet de travailler sur le rapport au ridicule. Ça permet, sans se rendre compte, de bouger au lieu de se dire est-ce que je suis en train de faire quoi? Est-ce que j'ai l'air d'un con? Juste de se mettre en action parce qu'il y a un jeu qui se crée à deux, mais comme des mômes dans une cour de récré. Et la spécificité de cet exercice qui a créé évidemment des... Ça me permet de découvrir les corps des gens aussi, qui bougent comment spontanément. Le langage commun n'appartient qu'aux deux personnes qui réalisent l'exercice ensemble. C'est assez magnifique de voir que selon si c'est moi en face, ou Stéphanie, ou Jacques, ou Jean, personne n'interprétera de la même manière la consigne soufflée. C'est très subtil, c'est très nuancé, c'est plein de pudeur. Ce qui est hyper important pour moi pour apprendre le début du théâtre à quelqu'un, c'est de considérer sa pudeur parce qu'elle est importante, elle est au cœur de la démarche de création de l'acteur. On doit composer avec la pudeur et ne pas la brusquer. Et j'ai des souvenirs assez dingues d'avoir rencontré les corps, d'avoir préparé la parole, préparé le geste de ces personnes et de les avoir vus aussi jouer comme des enfants dans une cour de récré, à se courir après dans un espace démesuré en se soufflant dessus ou en inspirant, en expirant. Et ça crée des choses absolument magiques et beaucoup de maîtrise sans s'en rendre compte. C'est aussi un exercice qui me permet de détourner l'attention des gens. Ils se mettent à respirer correctement, à composer avec leurs contraintes, avec leur capacité respiratoire, à bien faire les choses parce qu'on n'attire pas leur attention sur la respiration et que tout est jeu, tout se régule, tout se met en place de manière très intuitive et il y a beaucoup d'écoute dans cet exercice, ce qui crée des rencontres. Je pense que ça leur a permis de se rencontrer intensément et intimement. Vous disiez quand vous avez commencé à travailler, enfin, tu disais que tu n'avais pas d'informations sur leur dossier médical. Donc, toi, tu ne savais pas. Rien. Euh, Est-ce que c'était un rapport différent dans ton âge ou pas? Non, en fait, on savait que c'était une des raisons d'être de ce projet. Le projet s'appelle Soyons fous. Il y a une recherche autour de ces questions-là, mais très décomplexée. C'était relativement ludique. Moi, je sais juste qu'on m'a confié un groupe dont il fallait rencontrer rapidement la sensibilité. Et tout ce qu'on m'a expliqué de ce groupe, c'est qu'il était plus sensible, peut-être, qu'un autre. Moi, ce que j'ai vite constaté, c'est que c'était un groupe qui avait plus de choses à dire qu'un autre, parce que peut-être moins l'habitude aussi de parler de lui, et puis une vraie inquiétude d'être limité à sa différence. Mais je suis très vite parti à l'aventure des gens et pas de leur différence, pas de leur pathologie, pas de leur diagnostic. Ça, c'est très, très secondaire pour moi. Ce qui m'intéressait, c'était de découvrir un peu leur monde intérieur. Et j'ai eu affaire à des mondes intérieurs qui demandaient qu'à surgir d'une manière ou d'une autre, à jaillir. C'était vraiment des jaillissements. Je pense que dès le premier atelier, au moment de questionner sur des petits exercices en plus, parce je suis ni thérapeute, ni soignant, ni travailleur social. En fait, mon prisme à moi, c'est l'évocation de la sensibilité avec pour but créer quelque chose, raconter des histoires. Je pense que mon métier, c'est vraiment le plus vieux métier du monde, peut-être avec un autre, mais c'est joyeux. En fait, on ne fait que raconter des histoires et eux se sont mis dans ces dispositions-là. Donc je pense que très vite, et ça c'était le meilleur constat, ils ont mis de côté eux-mêmes leurs différences, qui était la raison pour laquelle ils étaient réunis à un instant T. Mais le jeu est le meilleur prétexte du monde pour oublier et mettre vraiment de côté sa différence. Et de toute façon, mon travail, c'est de valoriser l'intériorité des gens, leur univers, leurs propos. Et par le biais de tous ces petits exercices un peu ludiques, on se rend vite compte qu'on a affaire à des gens hypersensibles, ça c'est évident. Mais mon travail, c'était de récupérer cette matière-là, de la valoriser, et puis surtout de les amener à s'écouter les uns les autres, et à rencontrer aussi la différence, la sensibilité de l'autre, et la trouver belle. Et c'était aussi le beau constat des toutes premières minutes d'atelier, c'était de les voir se regarder, les voir s'écouter et les voir mettre de côté. Moi, je suis schizophrène, moi, je suis bipolaire, c'était très, très secondaire. C'était moi, je suis sensible et ma sensibilité a un vecteur pour s'exprimer tout à coup. C'est Voilà. très intéressant cette notion de sensibilité. On a notamment réalisé pour cette journée de la santé mentale positive une interview avec Samy Bouajila, qui est comédien. Et Samy a découvert qu'il avait aussi un trouble bipolaire. Et lui, son inquiétude, c'était de dire, mais si je me traite, est-ce que je vais perdre cette sensibilité? Parce que cette sensibilité, c'est mon fonds de commerce.
Moi, j'ai besoin de ça. Je veux pas quitter cela. Et donc, il s'est aperçu que non, pas du tout. Il avait toujours le même degré de sensibilité. Et je crois que ça, c'est très important aussi de s'en apercevoir, c'est que on a de plus en plus d'hypersensibles. Et quand la sensibilité vient entraver notre bon fonctionnement, eh bien, on en paye le prix. Alors que c'est vraiment merveilleux d'être hypersensible, hyper connecté, de pouvoir percevoir la beauté des choses, d'être en connexion avec les autres. Il ne faut surtout pas se couper de cette sensibilité-là. Et je crois que c'est un peu ça aussi, cette notion de santé mentale positive, c'est de savoir jauger qu'est-ce qu'on fait de notre sensibilité, comment on la préserve et qu'on arrive à la voir comme ça dans un petit écrin. Donc, je Mm. vous encourage à regarder aussi cette interview qui est très, très, très intéressante. Il y avait, il y a un interview trop inspirant de Michel Gondry, qui est un réalisateur qui est bipolaire et qui en fait a fait un film un peu sur lui quand il a réalisé en fait L'écume des jours. Et donc du coup le film c'est Le livre des solutions. Et en fait ce dont il avait super peur, c'était s'il se faisait traiter, il avait peur de plus avoir son talent, de plus être créatif, de plus avoir justement cette sensibilité vis-à-vis des choses, etc. Et du coup, bah, il a voulu pas se faire traiter. Et en fait, il s'était juste rendu compte qu'il était insupportable juste pour tout le monde. Et voilà quoi. Et en fait, il a découvert qu'en se faisant traiter, il restait toujours le même, avec toujours autant de sensibilité, de créativité, mais c'était beaucoup plus stable et surtout, il pouvait connecter avec les autres. Alors qu'avant, il restait juste dans sa bulle et il n'arrivait pas à aller connecter, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment ça, Hugo, quand tu t'en parles, moi, ça fait trop sens. C'est ce côté, il y a des hypersensibilités, etc., mais c'est comment faire pour qu'ils arrivent à se connecter entre eux parce qu'ils ont tellement des bulles qui sont incroyables, mais qui sont voilà, fortes, que voilà, c'est cette connexion entre les gens qui est le challenge et qui, je pense, permettrait bah, beaucoup de beauté du coup dans tout ça et un arrêt des stigmatisations, quoi, où chacun est de son côté. Et aussi, là, on a parlé pas mal de diagnostics. J'ai écrit un livre sur le corps qui sortira l'année prochaine. Et l'avenir de la santé mentale, ça va être aussi de ne plus mettre ensemble Mm. par comportement, c'est-à-dire de dire ben, on est bipolaire, mais par terrain. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont liées justement au microbiote, qui vont être liées à l'immunité, et je pense que c'est cette notion en fait voilà de sensibilité et à quoi on réagit. C'est vraiment ça qui est important parce que je crois que la stigmatisation, le fait aussi de mettre un terme, c'est bien de pouvoir nommer, évidemment, mais ça peut faire peur et ça fait encore peur à beaucoup. Donc de reprendre les choses à l'envers. Et puis, si vous voulez bien, pour terminer, j'aimerais que Hugo et Léa, vous partagiez avec nous bah, qu'est-ce qui vous fait du bien à la tête, vos habitudes de santé mentale positive, quelles sont-elles? Comment est-ce que vous équilibrez, parce que tout ça, c'est une affaire de déséquilibre, en fait. Et comment est-ce on se laisse pas déséquilibrer et qu'on utilise ces moments de grande vie pour aller mieux, aller bien? Moi, j'ai quelque chose au quotidien, donc c'est l'écriture. Ça m'aide vraiment, vraiment trop. Et sous plein de manières différentes, que ça soit de l'écriture où je veux que ça soit poétique ou de l'écriture où je me parle à moi-même. Et je me dis, bon, bah voilà, t'es pas toute seule, tu vois, tu peux te parler à toi-même, tu te comprends, voilà. Ou juste de l'écriture pour les autres et pour raconter ce que je vis. Donc ça, c'est vraiment sur le quotidien. Et ensuite, mes grandes bouffées c'est d'aller marcher dans la montagne. Et ça, c'est un truc, je vais marcher après pendant 2 mois, ça va, tout va bien, etc. Donc, c'est mes gros shots d'énergie. Et c'est lié aussi à la respiration de tes marches en montagne. Comment tu respires quand tu marches en montagne? Ouais, ouais, non, mais oui, parce qu'en fait, ce que j'adore dans la montagne, c'est de monter de manière assez abrupte et type alpinisme. Et donc, du coup, tu vas très lentement. Et donc, du coup, voilà, c'est des grandes respirations. Et c'est vrai que moi, ça me fait un bien de fou, quoi. Merci Léa. Hugo? Bah oui, c'est un privilège vraiment, mais
surtout d'en faire son métier, mais pour le coup, je suis d'accord avec Léa dans l'idée que la création, au sens large, est un refuge et qu'elle nous met face à nos capacités. En fait, tout est positif, tout est exploitable, on ne rend de compte qu'à soi. Je veux dire, personne ne nous empêche de danser au milieu de son salon, personne ne nous empêche d'écrire dans son petit secret sur un coin de table un poème quand ça nous prend. Et je crois que c'est vraiment un refuge pour moi. C'est vraiment l'endroit où je renoue avec mon corps. Je constate qu'il a raison souvent et qu'il a une longueur d'avance sur moi et mon esprit. Je crois que le corps a toujours raison. C'est un peu une chose, une pensée avec laquelle j'évolue au quotidien. Et oui, des moments de lâcher prise et des moments de, par le biais artistique et l'expression artistique, de je dis ce que j'ai à dire, je laisse mon corps déambuler, faire ce qu'il a à faire. Je mets de la musique et je l'écoute et je le laisse faire. Et ma respiration se régule et ma détresse s'évanouit et mon stress se régule et tout se réaligne parce que tout à coup, je prends un temps sous le moindre prétexte, juste un temps pour moi et pour raconter, me raconter. Merci Hugo. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on peut prendre peut-être une ou deux questions avant de refermer ce webinaire. Je vous laisse éventuellement les taper si vous en avez. Et puis peut-être que pendant ce temps-là, Hugo et Léa, vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on peut faire pour vous retrouver, où est-ce qu'on peut vous suivre, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vas-y, go. Bonne question. En ce moment, vous pouvez le noter sur un petit coin, c'est un peu mon petit secret depuis septembre, mais je travaille au développement d'une grande association à la croisée de l'artistique et du solidaire pour faire un peu ce que je fais depuis 10 ans, mais structurer tout ce projet-là. Et l'association s'appellera Le Vent nous veut. Voilà, donc si vous voulez noter ça sur un petit coin de carnet, je pense que dans les semaines qui viennent, on va développer de quoi nous retrouver. Pour me retrouver moi, très honnêtement, et ça fait du bien aussi, puisqu'on parlait de santé mentale, j'ai déserté les réseaux sociaux et ça va très très bien. Du coup, donc me Tous les retrouver réseaux moi, c'est pas sociaux? simple. Comment? Tous les réseaux sociaux? Oui, j'ai un peu pris congé de tout ça pour reprendre aussi le contrôle de mes journées, ne pas me retrouver aéré. Et puis aussi accepter l'ennui dans le métro. Je vis à Paris, mais quand même la ville la plus stressante. Et ça m'a permis un peu de reprendre le contrôle de mes moments d'ennui, de mes temps d'ennui et de les accepter et de regarder le visage des gens dans le métro et leurs pas et regarder un peu comment tout le monde déambule. Arrêter les réseaux sociaux m'a permis ça. Mais si vous voulez noter, Le Vent nous veut, c'est le nom de mon asso et je pense qu'on va faire des très très belles choses dans les années qui viennent. Ça, c'est vrai. Moi, je Merci. suis tout le temps sur mon téléphone, hein. Dans le métro, en train de marcher, en train de rentrer dans les gens en marchant. Ça crée des liens. Moi, de mon côté, le mieux, c'est en fait, j'écris tous les jours sur LinkedIn. Parce que LinkedIn est devenu maintenant une plateforme qui est très pratique pour les personnes voilà, qui aiment écrire et qui recherchent voilà, à trouver des lecteurs assez facilement. Et je vais lancer aussi une newsletter où ça sera des textes plus longs voilà, toutes les 2 semaines. Donc, voilà, donc Léa Vigée sur... Bon, bah, merci mille fois à tous les deux. Merci à toi. Et merci à la Fondation RHM et à Unicité qui sont à l'initiative de cette journée de la santé mentale positive et qui ont déployé beaucoup d'énergie puisqu'on passe ce webinaire. Vous pouvez retrouver, alors oui, les écrans et les réseaux sociaux, certes, ne sont pas très bons, mais allez voir tous les contenus que la Fondation a créés, qu'on a créés ensemble, et les partager. Parce qu'on a aussi vraiment, je pense, une mission tous de sensibiliser, que ce soit dans notre entourage, de nous en... Voilà, de pouvoir mettre ces petites graines aussi, et plus on sera nombreux à s'intéresser à ce genre de sujet, plus notre société ira mieux, parce que c'est quand même un des aspects essentiels. Donc, je vous souhaite un bon souffle, et de passer une très bonne soirée, un bon week-end, de débrancher de vos écrans à partir de maintenant. Et merci à tous. Merci à Hélène Salsi qui a assuré les- la gestion de ce webinaire aussi. Voilà. Très bonne Super. soirée. Merci beaucoup, Merci. Stéphanie. Bonne soirée tout le monde. Merci. Salut.